Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Tout a poussé de fou, là ça va être une petite séance jardinage, enfin une grosse séance jardinage. Il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper au jardin. On va faire un peu le tour de tout ça et vraiment tout est magnifique, là tout a super bien poussé. Regardez, je vais vous montrer mes tomates là par exemple. Vous voyez, hop, tout ça est super beau, tout ça est bien parti. Et c'est parti, on va faire une petite séance jardinage. Il y a pas mal de cultures à remplacer, de l'entretien à faire. Allez, on se lance. Alors c'est parti, j'ai lancé l'arrosage sur la culture de tomates. Donc avec les petits goûteurs là dont je vous ai parlé là, les Rainbird, alors qui sont pas forcément parfaits, mais qui sont quand même pas mal et qui ont le mérite quand même de pas demander de réglage particulier. Alors le débit est pas le même d'un goûteur à l'autre, mais c'est quand même sensiblement du même ordre. On n'est pas sur un rapport de 1 à 10, on est sur des rapports de 1 à 4 d'un goûteur à l'autre. Donc voilà, toutes les tomates n'ont pas la même quantité d'eau, mais bon globalement ça fonctionne quand même pas trop mal. Et vous voyez là les tomates sont quand même super jolies. De la cœur de bœuf un peu partout, pas mal de variétés. Et alors là, c'est l'intérêt un peu de mon système avec des ficelles, c'est que je vais pouvoir être un peu souple sur les gourmands cette année. Si j'ai des gourmands qui se développent trop, qui deviennent trop gros, et je peux tirer une ficelle depuis le haut pour accrocher une branche supplémentaire. Donc ça donne pas mal de souplesse le système, c'est plutôt sympa. Et là, vous voyez, je vous montre un peu tout ça. Il y a vraiment de la tomate de partout. C'est vraiment joli. Alors je vais quand même faire un peu le tour de tout ça. Je vais tutorer, hop. Donc ça c'est l'intérêt des tuteurs tortillons, voilà, juste on fait un petit tour comme ça. Je vais regarder s'il n'y a pas des petits gourmands enlevés de ci de là, hop. Là un qu'on enlève ici. Voir s'il n'y a pas des petites taches de maladie aussi enlevées. Alors sachant qu'avec le temps qu'il fait quand même la maladie, je suis pas spécialement inquiet. Il y a forcément des petites taches de ci de là, mais globalement ça se propage pas. Hein. C'est pas du tout un temps à ce que les maladies se propagent, il fait trop sec. Par contre, un orage d'été là-dessus, ça pourrait effectivement faire en sorte que ça se propage. Parce que là, il est même pas 10 heures, il doit faire déjà au moins 25 degrés. Il fait vraiment très chaud là ces derniers jours dans le Bordelais. Et tout a poussé de fou. Donc je vais faire le tour de ma culture de tomates et puis on continue. Voilà, et là je viens d'enlever ce beau gourmand là qui était juste au pied de cette tomate. Et là c'est vraiment la belle période de l'année pour récupérer des gourmands. Puis ça on peut les mettre à bouturer. Je vous ai fait une vidéo à une époque là-dessus sur la bouture des gourmands de tomates. Vous mettez ça à tremper dans l'eau et puis ça va refaire des racines au niveau de là où ça baigne dans l'eau. Puis vous allez pouvoir replanter ça. Alors l'intérêt des gourmands c'est qu'ils font des bouquets de fleurs plus rapidement en termes de nombre de nœuds de feuilles que un plant, la tige principale. Donc vous avez des tomates plus rapidement avec des gourmands, ça permet de multiplier vos plants plus facilement. Si jamais il vous en manque et tout, vous n'hésitez pas, vous prenez vos gourmands, vous mettez ça dans de l'eau, vous mettez pas ça en plein soleil quand même, vous essayez de mettre plutôt à la mi-ombre pour que ça cuise pas au soleil. Vous faites en sorte que ça soit bien humide et quand ça va raciner, après vous pourrez les remettre en terre et ça va repartir parfaitement. Mais bon là moi j'en ai pas spécialement besoin, j'ai déjà largement ce qu'il me faut en termes de plants. Donc ça ça va partir au compost. Donc là j'ai une tomate typique là, qui a vraiment fait beaucoup de feuillage, hein, qui a très bien poussé, qui s'est bien plu. Et je vais enlever pas mal de gourmands et il lui en reste un. Faut que j'enlève quand même celui-là aussi. Qui. Hop, voilà, celui-là il est un peu trop. Alors, vous voyez que ça casse très bien, ça casse net, hein, donc ça c'est parfait. Par contre là voilà, j'ai un deuxième gourmand qui commence à être très gros, là, celui qui part sur la droite, qui commence à avoir des fleurs dessus. Donc ce serait quand même dommage de le couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tendre une ficelle et puis je vais l'accrocher. Donc pour ce faire, j'utilise une ficelle assez longue en matériaux naturels. Donc ça j'imagine que ça doit être du chanvre. Ça permet j'évite le plastique, comme ça permet de s'en débarrasser facilement en fin de culture. Ça part au compost avec le reste. C'est quand même beaucoup plus pratique, en plus d'être plus joli. Et c'est pas beaucoup plus cher. Donc je fais un nœud, hop, en laissant une boucle comme ça. Et ce que j'utilise après, c'est hop, je prends une pince à linge que je clipse dans le nœud. Ça va m'aider juste à la faire passer au-dessus de la corde. Alors, voilà. Là, ce que je fais, hop, je relève pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai passé ma corde au-dessus et je passe le bout de ma ficelle dans la boucle. Voilà. Et là maintenant, j'ai plus qu'à tirer. Je fais bien attention d'être au-dessus de là où je veux l'attacher. Donc plutôt par là. Hop, je tire, hop, voilà. Et c'est coincé. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à attacher ma ficelle autour de ma tomate. Ou même à la rigueur, je pourrais même l'attacher au tuteur tortillon. Hein, ça ferait très bien le travail. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça évitera d'abîmer la tomate, de la blesser. Voilà. Et là après, je peux commencer à tutorer. Mon gourmand.
Voilà, et donc là j'ai pu, j'ai mon pied principal et un gourmand que j'ai accroché également et qui va pas partir n'importe où. Alors pour les gourmands comme ça que je tuteur, j'essaie vraiment de garder les plus gros et surtout pas de gourmands qui sont au niveau du sol. Là vous voyez on est quand même déjà à une bonne hauteur. Il démarre, il est à 40-45 cm du sol, donc on a une bonne hauteur. Et je commence à laisser les tomates buissonner à partir de cette hauteur-là. Plus bas, il y a une sorte de nuage d'humidité qui peut s'accumuler le matin avec la petite rosée et tout. Et là, ça peut tomber malade, développer des maladies. Donc je commence à garder les gourmands à partir d'une certaine hauteur seulement. Et alors voilà, hein, sur les tomates, hein, c'est vraiment très souvent, vous voyez, ça, c'est les branches basses, les toutes premières branches des tomates. Alors je les ai laissées au début pour qu'elles aient du feuillage, pour qu'elles se développent. Mais là, maintenant qu'elles commencent à vraiment avoir bien grandi, tout ce qui est malade comme ça, hein, vous voyez, ça c'est du mildiou. Alors qu'il est sec, hein, pour l'instant, il fait trop chaud, il peut pas se développer. Mais dès que le temps pourrait tourner à l'avantage du mildiou, il va pousser. Hein. Donc voilà, ça je laisse surtout pas. Alors tout ça, c'est vraiment concentré sur le bas de la tomate, mais on en retrouve également sur voilà, certaines feuilles hautes et tout, donc moi j'hésite pas à enlever tout ça et puis à l'éloigner du coup de ma culture de tomates. Voilà, tout ce qui commence à être un peu malade, j'enlève pour éviter que ça se propage, parce que le mildiou, quand il se met à pousser, après il se développe en cercle concentrique, enfin en sphère à partir de là où il se trouve, et donc il va se propager sur toutes les feuilles alentours. Donc juste en l'enlevant en fait, il pourra pas se propager sur le reste du plant. Il va falloir qu'il refasse un nouvel endroit de germination. Il pourra pas. Il faudra qu'il parte des spores originels et pas des spores secondaires. Alors, je me souviens plus trop comment ça s'appelle. Il y a les zoospores et les autres spores. Enfin, j'ai plus exactement les noms en tête, mais il y a deux types de spores. Donc, il y a les premières spores qui germent. Elles ont besoin de conditions bien particulières, d'humidité, tout ça sur la feuille pour pouvoir germer. Et à partir de ce champignon-là qui a germé, ça va émettre un nouveau type de spores qui, elles, vont pouvoir se propager plus facilement. Alors voilà, je dis peut-être des bêtises. Moi, c'est ce que j'en avais retenu du mildiou. Mais bon, globalement, dès qu'il y a quelque chose de malade, je coupe, j'éloigne, et je fais vraiment des mesures prophylactiques comme ça, plutôt que de mettre de la bouillie bordelaise partout en préventif sans enlever ce qui est malade. Moi je préfère pas mettre de bouillie, et par contre vraiment enlever dès que je vois moins de petites traces de maladie. Et globalement on arrive à bien le maîtriser comme ça, bon, sachant que par contre si le temps tourne vraiment à l'avantage du mildiou, qu'on a vraiment un temps à mildiou, là on ne pourra pas faire grand chose, hein, bouillie bordelaise ou pas. De toute façon la bouillie bordelaise, quand on traite, c'est parce que c'est très humide et qu'il pleut, donc elle se fait lessiver tout de suite, donc c'est pas fou non plus. Donc voilà, honnêtement moi je préfère faire comme ça. Et en plus la bouillie bordelaise, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo que j'avais faite il y a pas mal d'années maintenant, là les années commencent à passer, ça contient du cuivre qui est un métal lourd et qui va s'accumuler dans votre sol. Alors on en met un tout petit peu à chaque fois, hein, quand on fait un traitement à la bouillie bordelaise, on ne met pas des quantités énormes, mais à force quand même on rajoute du cuivre dans notre sol, et puis ce cuivre là va jamais partir, hein. Il n'y a aucune raison qu'il parte, hein. C'est un atome de métal de cuivre que vous mettez dans votre sol, il n'y a pas de réaction nucléaire qui va faire qu'il s'en aille, donc une fois qu'il est dans votre sol, il y bouge pas. Et là moi on est dans le Bordelais, hein, donc ils ont beaucoup utilisé le sulfate de cuivre, hein, la bouillie bordelaise, dans le coin, et on a des terres qui commencent à être stériles, hein, par intoxication au cuivre à force d'utilisation depuis 100-150 ans à des doses importantes. Donc voilà, il faut quand même une bonne durée d'utilisation et des gros dosages, hein, pour finir par intoxiquer les sols. Mais sur la durée, quand même, à chaque fois, vous rajoutez quand même un petit peu de pollution dans votre sol, chaque fois que vous faites un traitement à la bouillie bordelaise. Donc moi, j'essaie vraiment d'éviter. Ça m'arrive d'en faire quand même, je dis pas que j'en fais pas du tout, mais il faut vraiment que je fais ça vraiment avec beaucoup de parcimonie, et si vraiment les conditions sont critiques. Ouais, j'en profite pour vous montrer ces betteraves qui sont montées en graines. Vous voyez là, il y a plein de graines qui sont en train de se former. Et ça va sécher. Puis quand ça va être bien sec, on va pouvoir les récupérer pour en faire des graines. Enfin, en théorie, parce que là, moi, je vais pas le faire, parce que je vais vous montrer pourquoi. Hop, vous voyez. Alors, c'est une odeur vraiment très forte, assez désagréable, que j'aime pas du tout. Les graines de blettes et de betteraves. Et je vais pas récupérer ces graines-là, hop, pour la simple et bonne raison que juste ici, voilà, j'ai des blettes également qui sont en train de monter en graines de la même manière, hein. Vous voyez, c'est très similaire, et c'est la même plante en fait, c'est Beta vulgaris. Donc comme c'est la même espèce, ça peut s'hybrider entre elles. Donc possiblement ces graines-là se sont hybridées avec les betteraves à côté. Donc je n'ai pas la certitude d'obtenir la même chose. D'ailleurs, je vois il y a des pucerons en haut qui se sont installés. Et voilà, donc je pourrais laisser sécher ça si j'avais qu'une seule espèce, et je pourrais récupérer les graines. Mais là, dans le cas présent, je ne vais pas le faire. Vous voyez là, les blettes, hein, elles sont devenues très grandes, hein, elles font 1m30, 1m40. Et puis voilà, ça va sécher et ça va faire des graines.
Donc on voit que mon sol est fertile quand même, hein, à force de rajouter des composts, des tas de choses et tout, c'est que là, c'est en train de, je laisse s'enherber ça, parce que c'est une zone que je vais transformer en nouveau bac, et là en attendant de la transformer, je la laisse pousser, je m'en occupe pas. Et vous voyez, l'herbe spontanée en fait pousse, elle est plus haute que moi je fais 1m70, et là celle-là par exemple, celle-là elle est montée à 1m90 hein, de plante. Donc ça monte très très haut, hein. Donc quand vous avez des herbes qui montent à cette hauteur là, c'est vraiment vous avez un sol bien poussant, bien fertile. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entretenir la fertilité, parce qu'au fur et à mesure que vous faites des récoltes, vous enlevez des nutriments qui sont dans le sol, donc il faut compenser un peu. Mais en rapportant, voilà, moi comme j'ai ce grand jardin où je récupère les tontes dedans, en rapportant toute cette matière organique là, à chaque fois que j'apporte, disons, moi je pars sur cette logique un peu simple là, c'est qu'à chaque fois que j'apporte 1 kg de tonte de gazon, j'amène la fertilité pour faire pousser 1 kg de plantes de légumes. Alors pas le légume qu'on récolte, hein, je veux dire la plante de légumes. Les légumes qu'on sort, c'est une partie de la plante. Et l'autre partie retourne quand même au potager. Donc voilà. On apporte quand même pas mal de fertilité comme ça, et ça fait pas mal de travail. Plus tous les composts que j'ai ramenés, plus mon sol argileux qui garde bien la fertilité, hein. J'ai pas un sol sableux où la fertilité coule, et voilà, j'arrive à des plantes qui sont plus hautes que moi. Donc là je vous montre également, voilà, j'ai cette tomate là qui buissonne beaucoup, hein, qui fait beaucoup de gourmands. Vous voyez là j'en ai un très gros ici, j'en ai derrière et tout. Mais je vais pas la tailler, ça c'est de la tomate cerise. Et c'est les variétés déterminées, la tomate cerise. Donc si je les taille, ça va pas, je vais pas avoir une liane principale qui va pousser plus haut. Donc sur les tomates cerises, j'ai plutôt quand même tendance à laisser tous les gourmands. Surtout que c'est des variétés qui sont très dures au mal avec le mildiou. Généralement la tomate cerise de base... elle a du mal vraiment à tomber malade. Donc je laisse en état mes tomates cerises, juste j'essaie de les conduire. Et puis s'il faut, si vraiment j'ai des gourmands qui deviennent trop gros, je rajouterai des ficelles comme je vous ai montré tout à l'heure. Et sur les tomates cerises, voilà, je fais rien, je laisse pousser comme ça, juste j'enlève une petite, si je vois une petite feuille malade ou abîmée qui aurait attrapé la maladie, là comme ici, hop, j'enlève. Vous voyez, mais sinon c'est tout ce que je fais. Hein. Alors petite incise au passage, là vous voyez ces tomates à gauche là, elles ont poussé, mais c'est quand même pas foufou, hein, c'est pas extraordinaire en termes de volume de tomates que j'ai eu. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup les arroser, donc elles ont eu un peu d'eau, mais pas énormément, donc elles sont vertes et poussent, mais c'est pas foufou. Et de ce côté là, ces tomates là ont eu un apport en eau vraiment conséquent. Vous voyez le seau que vous voyez derrière là, j'avais un oiseau mort dedans qui s'était noyé, donc je l'ai renversé parce que voilà, j'avais peur que l'eau soit impropre et tout, donc j'ai pas insisté, j'ai pas voulu arroser les légumes avec, donc je l'ai renversé là juste à cet endroit là, et puis l'eau a coulé après vers la culture de tomates et a arrosé généreusement toutes ces tomates là. Et vous voyez le volume qu'elles ont fait là, celles-là sont juste énormes en fait, elles sont en train d'arriver en haut des tuteurs tortillons, elles ont fait des gourmands de partout. J'ai un feuillage extrêmement généreux parce que voilà, elles ont eu un apport en eau vraiment très conséquent, bien plus que celles qui sont derrière. Donc oui, effectivement, c'est possible de faire pousser des tomates sans eau, mais avec de l'eau, on a quand même des résultats beaucoup plus impressionnants. Voilà, vous voyez, celles-là, elles n'ont pas manqué d'eau, et elles ont vraiment poussé, c'est hyper généreux. Donc là, du coup, je fais un arrosage vraiment profond là, de toutes les tomates. Je vais laisser les goutteurs tourner un bon moment, pour qu'elles aient vraiment beaucoup d'eau. Et là, vraiment, la différence de pousse des plants, là, ça montre vraiment que... Regardez ça, comment les feuillages sont denses. C'est vraiment énorme. Et des gourmands énormes d'ailleurs de partout. Presque ça fait mal au cœur de les couper. Par rapport à celles derrière qui ont eu beaucoup plus de mal. Donc voilà, petite expérience assez probante du fait que cultiver des légumes sans eau et des tomates en particulier, ça peut fonctionner, mais ça sera quand même beaucoup moins efficace. À la rigueur, vaut mieux mettre moins de tomates et les arroser que de mettre plein de tomates et pas les arroser. Vous aurez une production aussi importante, voire plus importante, en prenant beaucoup moins de place et avec beaucoup moins de travail. Donc voilà, arrosez vos tomates. Voilà, les tomates c'est fait. Tout était entretenu, les gourmands sont taillés, j'ai quand même des plants avec des gourmands énormes. Là, bon, je vais laisser pousser tout ça c'est de la tomate cerise. Et les gourmands, je vais continuer à les attacher, là j'en ai déjà attaché quelques-uns. Et tout ça se développe bien, j'espère récolter des tomates assez tôt cette année. On est encore que premier tiers de juin, et j'ai quand même déjà des plants super beaux, super bien avancés. Donc j'ai bon espoir peut-être d'avoir les premières tomates fin du mois ou début juillet. Et surtout, moralité de l'histoire, arrosez vos tomates. Hein. Arrêtez de croire les discours miracles sur les tomates qui poussent sans eau. Si vous voulez des belles tomates, faut leur donner de l'eau. Alors parmi les choses à faire à cette période de l'année, ça va être d'éteindre la serre. Alors, il me reste bien quelques semis, notamment mes poireaux que j'ai pas encore plantés, également quelques
plants qui me restent, notamment il y en a qui vont partir pour la belle-sœur, et puis quelques-uns également que je vais mettre au jardin. Mais il me reste également quelques melons et pastèques qui commencent vraiment à souffrir là, de rester en godet, là ça fait vraiment trop longtemps qu'ils y sont, donc il va être temps vraiment qu'ils partent au jardin. Et je vais débrancher tout l'appareillage électrique et le rentrer. Voilà. Et puis du coup la serre, elle va pas resservir avant l'an prochain. Si peut-être un peu de séchoir solaire, comme je vous avais montré l'été dernier, je m'en suis servi comme séchoir solaire là, quand c'était vraiment plein cagnard et qu'il faisait très chaud. Et ça a permis de sécher des légumes. Ça a fonctionné très bien. Voilà, en 24 heures à peine, les légumes étaient séchés. Bon, les courgettes un peu plus, 48 heures pour les courgettes, mais c'était super efficace. Allez, on va remballer tout ça et puis on va lui dire à l'année prochaine. Et j'en profite pour vous montrer le kaki que j'avais planté il y a quelques années maintenant. Alors je sais plus si c'était l'hiver il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans et demi, mais il a poussé vraiment de fou, il se régale. Hein. Alors même s'il y a eu un petit souci à la plantation, peut-être vous en souvenez, la motte m'avait éclaté dans la main. Mais voilà, avec beaucoup d'arrosage et toujours un petit paillage au pied. Alors là, faites pas attention au bazar et tout, c'est qu'on peut pas spécialement s'occuper du terrain là, parce que c'est à moitié en travaux. Vous voyez là, il y a du sable de maçon. Donc voilà, là c'est un peu négligé. Désolé pour le mauvais effet. Mais en tout cas, vous voyez, le kaki il est magnifique. Il est plein de fruits. On va récolter pas mal de fruits sur notre kaki fuyu. Alors je vous rappelle, le fuyu c'est une variété assez intéressante parce que il est non astringent, donc on peut le ramasser quand il n'est pas blé en fait. On peut ramasser les fruits quand ils sont pas forcément extrêmement mûrs et ils sont pas astringents pour autant. Donc voilà, c'est un peu moins savoureux que les kakis astringents, mais c'est quand même beaucoup plus souple pour ce qui est de la récolte. Et vous voyez là, hop, il y a vraiment des fruits de partout. Parce que là, ça fait quand même 2 ans d'affilée qu'on a des gelées tardives et qu'on a quasiment aucun fruit. Et cette année, par contre, là, il n'y a pas eu de gelée et les fruitiers sont plutôt bien partis. Et notamment, là, le kaki, ça devrait être vraiment sympa. Donc on arrive sur la planche des aubergines et des poivrons. Donc là on sent que ça a été un peu moins foufou quand même que pour les tomates. Même si voilà, c'est quand même bien parti. Là vous voyez les aubergines. Là je commence à avoir des fleurs. Là j'ai des fruits là-bas. Des fruits qui avaient commencé à se former quand c'était en serre. Parce que c'est un peu l'idée d'avoir... Ah, attendez. J'ai juste un goûteur. Vous voyez celui-là il goûte vraiment très peu. Donc voilà, ça les goûteurs manuels. Souvent il faut intervenir. Voilà, là il est bien reparti. Hop, et puis j'hésite pas non plus à désherber les trous de plantation, puisque les cochonneries qui poussent. Et j'en profite pour pailler avec. Voilà. Et donc là vous voyez, j'ai déjà des premières aubergines qui sont en train d'arriver. Voilà, celui-là par contre il coule de trop. Là je vais le réduire un petit peu. Et celui-là pas assez. Donc voilà, les goûteurs réglables, ça demande de pas mal intervenir quand même, d'ajuster souvent. C'est pas forcément la panacée, même si voilà, ça fonctionne. Hein. On a du mal à avoir un débit un peu le même partout. Vous voyez quand même, hein, je commence à avoir des fruits qui apparaissent, mais les aubergines sont quand même pas extrêmement bien développées. Hein, c'est quand même pas foufou. Pareil pour les poivrons, hein, même si voilà, on commence à deviner les petits poivrons qui arrivent là. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà, on en devine un ici. Voilà, c'est quand même pas extraordinaire. Ah, il y en a un ici aussi là qu'on voit. Hop. Là, au bout de mon doigt. Et j'ai fait les semis vraiment très tôt cette année pour vous faire les vidéos pour Potager Coach. Et là je pense que c'était quand même vraiment beaucoup trop tôt là pour le coup. Donc l'an prochain je les ferai pas aussi tôt que ça. C'était pas la peine d'avoir des plans autant en avance que ça. Mais bon, ça va quand même bien le faire, hein, je m'inquiète pas, ils sont quand même déjà bien beaux, bien grands. Là, j'ai une aubergine là-bas qui arrive quasiment à 45 cm, 40-45 cm. Pareil, les poivrons ils commencent déjà à être bien hauts. Il y a les fruits qui apparaissent déjà, donc pareil, je vais pouvoir récolter très tôt. Mais l'an prochain, voilà, je ferai les semis peut-être un peu plus tard. Au niveau de la bâche des courges et des courgettes, pas grand chose à signaler, hein, juste j'arrose. J'ai fait la taille des plants, alors pas les courgettes, hein, les courgettes non coureuses, il n'y a pas besoin de les tailler, d'ailleurs il n'y a pas besoin de tailler aucun plant, hein, si vous ne taillez pas ça marchera bien quand même. Mais normalement voilà, on fait au moins une première taille à la deuxième vraie feuille, hein, on ne compte pas les cotylédons. Donc on attend qu'il y ait au moins 4 feuilles et on coupe à 2 feuilles. Alors comme moi j'avais des feuilles qui étaient quand même pas mal abîmées dans les premières, j'ai plutôt attendu qu'il y ait 5 feuilles et j'ai coupé à la 3e. Pour que voilà, qu'il continue à y avoir quand même du feuillage, hein, pour qu'il y ait de la photosynthèse. Et vous voyez là, ce plan là par exemple, je l'ai taillé ici. Voilà, on devine la taille ici là. Hop, vous voyez ici. Et voilà, il est en train de repartir, de refaire des branches parallèles à partir des branches du dessous. Donc au lieu d'avoir une seule tige, je vais avoir plusieurs tiges qui vont pouvoir porter plusieurs fruits.
Voilà, là vous voyez on est sur un melon et on voit qu'il y a plusieurs tiges qui sont en train de partir. Le fait d'avoir taillé, ça aide les tiges à se multiplier. Et donc il y a plusieurs branches qui se développent sur notre cucurbitacée, donc ici un melon. Et ça va permettre d'accélérer la mise à fruit et en même temps d'en avoir plus. Voilà, par exemple celui-là, là, on devine bien, voilà, la taille a été faite ici, hop, au bout de mon doigt là. Et puis à partir du dessous, il se développe de nouvelles branches. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pas taillé à la deuxième feuille, mais à la troisième, j'ai des branches qui peuvent se développer à plusieurs endroits. Donc là, je me retrouve pas avec juste 2 branches secondaires, j'en ai plusieurs. Vous voyez, là, j'ai 3 branches qui sont en train de partir. Donc celui-là, il est bien parti. Voilà, la taille des cucurbitacées. Alors il y a des règles un peu nettes que j'ai données la dernière fois, mais c'est un peu aussi, on peut faire ça un peu à la louche, un peu comme on l'entend. L'idée en fait, c'est que quand on va couper une tige, ça va la faire dupliquer dans les nœuds en dessous. Donc vous pouvez tailler à différents endroits, et puis à chaque fois, ça va vous faire dupliquer les nœuds en dessous et multiplier le nombre de branches de votre plan. Et voilà, bon, il y a un peu des règles qui sont dites comme ça, on taille à 2 feuilles, puis à 4 ou à 5 selon le type de courge, mais globalement, si vous faites un peu différemment, ça va marcher quand même. Et là, on voit que les courgettes sont déjà en train d'arriver. Là, on voit les premières courgettes qui sont en train de se former, avec pas mal de fleurs un peu partout. Donc, regardez ça là. Voilà, une première courgette qui arrive. On est encore que début juin, hein, donc ça fait plaisir. Voilà, alors tout ça, c'est les courges, potimarron, butternut, courge longue de Provence, je crois. Donc voilà, ça c'est en train de pousser gentiment, hein, vous voyez. Les plants se sont bien développés par rapport à ce qu'ils étaient au départ. J'ai eu une question, notamment sur Potager Coach, quelqu'un qui nous a demandé si ce genre de tâches c'était des maladies. Et vous inquiétez pas, si vous avez ça sur les feuilles de vos cucurbitacées, c'est pas des maladies, hein, ça c'est des tâches naturelles. Il n'y a pas de souci, ils appelaient ça des macules physiologiques, je crois, j'ai vu ça sur internet, le nom exact. Donc voilà, ce genre de... c'est un peu comme des taches de naissance si vous voulez, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais vous inquiétez pas, hein, s'il y a des taches comme ça c'est pas de la maladie, il n'y a pas de souci particulier. À cette période-là de l'année, quand elles sont encore toutes jeunes, c'est quand même assez rare qu'on ait des maladies sur les cucurbitacées. Ça vient plus tard en saison, l'oïdium va venir plus tard. Et ce qu'on peut avoir, c'est des virus. On peut avoir des virus qui se développent, moi ça m'est arrivé une fois. Et si vraiment on a des plants qui montrent des signes d'attaque virale, il faut vite les enlever avant que ça se propage. Vite arracher le plant. Mais sinon, voilà, à cette période de l'année, normalement il n'y a pas trop de problème. Alors, enfin si, moi j'ai les merles qui viennent me mettre le bazar dans mes trous de plantation. Alors les pastèques c'est pas foufou, hein, ça pousse pas de fou, là ça a besoin d'eau, donc tout ça va être arrosé également. Ok, l'aventure continue, on sort des planches de culture et on arrive du coup sur ce bac de culture là, hop, où il y a plusieurs cultures qui s'enchaînent, et là on commence par les blettes. D'ailleurs les blettes se portent à merveille. Alors je vais profiter un peu du passage là pour tout arroser, hein, parce que tout a bien soif. Il a plus que 5 mm là, et c'est vraiment très chaud, là on est en juin, mais on est entre 25 et 30 degrés, même la nuit il fait très chaud, les températures descendent peu. Donc voilà, j'hésite pas à mettre de l'eau. Hein, les blettes, hein, je vous rappelle, on arrose au pied pour éviter les maladies sur le feuillage, surtout quand il fait chaud d'ailleurs, hein, parce que c'est là qu'elles peuvent se développer. Tout ce qui est blettes et betteraves, et surtout les blettes, hein, parce qu'on va manger les feuilles sur les blettes, donc on essaie de les garder sèches pour pas qu'il y ait de la cercosporiose qui se développe. Alors je fais le malin comme ça et tout, mais j'ai appris ça justement en vous faisant les vidéos sur les blettes, hein, parce que j'en apprends également en même temps que je vous fais les vidéos. Au passage, j'ai rajouté la cercosporiose dans Potager Coach. Elle n'y était pas précédemment, donc je l'ai rajouté. Et on commence à voir les carnes là qui se développent. Ça commence à être bien joli. Alors peut-être ça va paraître jaune après à l'image quand je vais faire la vidéo, mais je vous garantis que c'est bien vert et que ça pousse bien là. Donc voilà, tout ça est très beau. Ok, donc j'avance dans la plate-bande, on passe sur les betteraves. Betteraves qui se portent à merveille également, hein, qui sont très belles. Donc je profite de mon passage pour désherber, et c'est l'intérêt d'avoir paillé, hein, c'est que y a un peu de mauvaise herbe qui sort, surtout du chien-dent en fait qui est par-dessous, hein, parce que c'est des bacs que je viens de mettre par-dessus directement l'herbe qui était à même le sol, hein, donc le chien-dent il y en a une partie qui arrive à ressortir, donc il faut que je m'occupe de débarrasser ça, puis j'ai aussi quelques petits trucs qui arrivent à passer au travers du paillage, mais globalement ça reste assez propre, donc c'est vraiment l'intérêt du paillage, hein, c'est que ça évite pas mal de boulot derrière. Ça nous garde bien l'humidité et tout, donc voilà, enfin, vous connaissez tous les avantages.
Et puis voilà, j'en profite pour arroser, et puis je fais justement un passage complet sur la culture. Et donc voilà, les betteraves également qui sont jolies. Donc toujours pareil, hein, comme pour les blettes, hein, on mouille pas le feuillage pour éviter les maladies fongiques. Et puis on va continuer dans la plate-bande. Alors le feuillage, on peut quand même le mouiller, hein, si on est sûr que ça va avoir le temps de complètement sécher assez rapidement, hein, qu'il y a un peu de vent, du soleil, qu'il fait vraiment bien chaud. On peut mouiller un peu les feuilles. L'eau sur les feuilles, sur certains légumes, ça peut provoquer des brûlures également. Donc voilà, moi dans le doute, je préfère éviter. Je sais qu'il y en a qui aiment bien asperger les légumes, hein, même les tomates par exemple, hein, qui les arrosent par aspersion. Qu'elles aiment bien ça. Moi perso, j'ose pas trop m'y risquer. J'ai peur vraiment de ces histoires de maladies. Chat chaud des crins eau froide. Là, je me suis pas mal battu contre le mildiou ces dernières années. Donc voilà, moi je vais éviter de jouer avec le feu, mais je sais que ça se pratique. Il y en a qui mouillent bien toute la culture. Moi je vais éviter quand même. Voilà, chacun fait un peu comme il l'entend. Moi je m'en tiens à arroser vraiment au pied. Et donc on continue en suivant. Après les betteraves, et bien dans cette plate-bande là, j'ai des physalis. J'ai réussi à en faire quelques-uns. J'ai fait 3 semis cette année, hein. J'ai vraiment galéré à en avoir. J'ai réussi à en avoir quelques-uns quand même, hein. Vous voyez, je suis pas fanny. Là ils sont plutôt jolis. Et voilà, ils commencent à être sympas là, hein. Ah, ils sont jolis, hein. Alors j'avais fait des panachés de tests où j'avais mis un physalis tout seul, 2 gros physalis à côté, puis des bouquets de physalis. Et on voit que pour l'instant tout pousse bien, donc c'est dur de dire quelle est la méthode qui va le mieux fonctionner. Même si voilà, le physalis tout seul, là par exemple, celui-là est très beau. Et je pense, moi j'aurais tendance à pencher là-dessus, sur le fait que faut pas les en faire des bouquets, juste les garder des plants isolés comme on ferait pour des tomates. Mais on va voir un peu avec cette expérience-là ce que ça donne d'essayer de les regrouper. Ok, on continue d'avancer dans la plate-bande. En suivant, du coup, je vais avoir des fleurs. Alors j'en profite pour dire, au départ, quand j'ai fait les plates-bandes, je me suis dit que j'allais faire des grandes lignes avec de l'arrosage automatique. Et j'ai pas trouvé ça extrêmement commode, les grandes lignes. Moi j'aime bien quand même faire mes zones un peu rectangulaires, un peu ramassées, plutôt que de faire des grandes lignes de légumes, les regrouper dans une sorte de carré ou de rectangle. Donc voilà, je suis plutôt parti pour enchaîner les cultures comme ça le long de ma plate-bande. Je me rends bien compte, ça va pas forcément faciliter la mise en place d'arrosage automatique, mais je trouve ça plus simple à gérer quand même de faire de compartimenter comme ça. Alors le problème par contre, c'est que comme les plates-bandes font 10 mètres, je peux pas attraper de l'autre côté en même temps. Donc ça m'oblige à faire toute une bande et puis après refaire de l'autre côté, passer de l'autre côté. C'est pas comme mes bacs de 2,50 m avant où je pouvais facilement faire le tour. Là, sur une plate-bande de 10 mètres, quand je suis au milieu, il y a 5 mètres à refaire tout le tour, plus 5 mètres de l'autre côté, donc je passerai mon temps à faire des allers-retours. Donc je vais faire toute la plate-bande et après je vais remonter de l'autre côté, c'est pour ça que vous me voyez remonter ma plate-bande. Et donc là je suis sur une plate-bande où j'avais mis en place des fleurs du coup, donc des œillets d'Inde, des cosmos, des ignas, des soucis. Et ça commence à monter en fleurs déjà, et notamment les cosmos qui ont fleuri. Et je suis un peu déçu parce que justement mon cosmos, j'essaie de faire en sorte qu'ils fleurissent le plus tard possible. Et là je trouve qu'ils ont fleuri vraiment très tôt cette année, normalement ils fleurissent pas aussi tôt. Donc sûrement qu'ils ont manqué d'eau ou qu'ils ont eu du sec. Je sais pas trop, quelque chose qui les a stressés, qui ont fait qu'ils ont fleuri de suite. Et alors autre souci que j'ai du coup sur cette plate-bande, c'est que je vois là où il y avait en fait les anciennes allées précédemment, avant que je pose, puisqu'avant j'avais mes bacs en bois ici, et entre les bacs en bois là j'avais des allées enherbées, et je vois où étaient ces allées là, parce que partout où il y avait ces allées, j'ai du chien-dent qui ressort de partout. Donc là typiquement l'allée elle était ici, et puis là toute cette zone là j'ai du chien-dent qui ressort. Donc voilà, quand je mets en place mes bacs, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est une méthode très simple, très rapide, où je ne m'embête pas à désherber tout ce qu'il y a dessous et tout, en recouvrant juste, en mettant de la matière par-dessus. Mais en même temps, voilà, le problème c'est que la première année, on a un gros enherbement et qu'il faut gérer ça, désherber le chien-dent qui ressort. Mais au bout d'un moment, au bout d'un an, voire 2 des fois, si on traîne un peu à aller chercher les racines de chien-dent, tout ça finit par disparaître. Mais voilà, dans un premier temps, il faut s'attendre à ce que ça ressorte, ça retraverse du coup tout ce que j'ai pu mettre par-dessus la prairie. Voilà, et quand je tire dessus, voilà, j'ai des trucs qui viennent de tout au fond du bac, et le chien-dent qui essaie de survivre, de ressortir, et puis de continuer sa vie, donc il faut que je l'en empêche. Et je vais l'épuiser à force de tirer comme ça, il va finir par plus avoir de ressources, puisque là il puise sur ses ressources qu'il y a dans ses racines, pour continuer à développer des tiges et puis après faire des feuilles. Il ne faut surtout pas le laisser faire de la feuille longtemps pour qu'il puisse refaire de la photosynthèse et réaccumuler de l'énergie.
Donc il faut faire le tour régulièrement, puis dès qu'on le voit sortir, il faut l'enlever et l'empêcher justement de refaire des réserves. Voilà, un beau bébé là je viens de sortir. Et ça va tout de suite partir en paillage en même temps. Ok, donc on vient de là, les blettes, les betteraves, les physalis. On sort de la plate-bande de fleurs et on arrive sur la plantation de basilic. Alors je vous avais expliqué que mon basilic il avait des maladies. J'avais planté que les basilics qui n'étaient pas malades. Et ben, vous voyez, ils sont bien repartis, hein, il n'y a plus de traces de maladie dessus. Donc même celui-là, je pensais qu'il était mal barré, ben, il s'en est sorti quand même. Et vous voyez, là c'est plutôt joli. Je suis assez content, là, le basilic il est bien reparti, c'était pas gagné. Et je vous rappelle le principe de la taille du basilic, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye de couper de manière à ce qu'il y ait des gourmands qui se redéveloppent. Alors voilà, je vais prendre sur celui-là, on verra bien. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ces deux tiges-là se développent bien et de faire en sorte qu'ils buissonnent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler ici le plus bas possible. Alors, si vous avez des ongles assez longs, vous pouvez le faire avec les ongles, mais c'est quand même un peu plus dur à faire que sur de la courge. Voilà, donc là j'ai taillé mon basilic, donc ça je vais pouvoir le récupérer, mais ça va me servir pour faire la cuisine. Donc voilà, ça c'est une petite récolte de basilic. Et donc ce qui va se passer ici, c'est qu'il va repartir, il va rebuissonner. Donc ces deux tiges-là qui sont ici vont se développer, vont pousser. Et également ces deux tiges-là ici qui vont se développer. Donc là où j'avais qu'une seule branche principale, je vais me retrouver avec au moins 4 branches qui vont repousser. Donc voilà, cette taille-là du basilic, ça va permettre vraiment de le faire foisonner. Alors sur celui-là, par exemple, c'est bizarre. Bah, lui, il a déjà été taillé, on le voit ici. Hop, et là on voit bien ces deux branches qui sont en train de partir. Voilà, et là il y a une petite taille, on voit c'est un peu noir. Ici, voilà, je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Ça a été taillé, et là voilà, il repart de ici. Et également de la branche du dessous. Voilà, il est en train de repartir de ces deux branches là. Alors je sais pas si je suis extrêmement clair. Vous voyez là par exemple les branches, les feuilles près du sol, hein, elles sont pas très jolies. Toujours pareil, hein, ce qui touche le sol, ça tombe malade. Alors le paillage justement ça protège un peu de ça. Ça évite que ça touche directement la terre. Ça fait comme une sorte de petite couverture. Donc je vais continuer à tailler mon basilic pour l'aider à buissonner. Je vais continuer à désherber également, vous voyez, hop, toujours pareil, du chien-dent un peu partout. Alors voilà, là c'est pareil, là on revient sur une zone où il y avait une allée. Et là sur cette zone là, du coup j'ai plein de chiens-dents qui poussent. Hop, regardez ça là. Voilà, c'est le chien-dent dessous qui essaie de remonter, de ressortir. Donc il faut que je l'enlève, il faut que je l'empêche de refaire de l'énergie. Bon, vous voyez, l'idée quand même c'est de cultiver dans quelque chose de propre, hein. Je ne laisse pas s'enherber les cultures. Tout est nettoyé, j'enlève régulièrement les mauvaises herbes. Donc là il y en a encore un petit peu, là on voit par exemple je ne suis pas encore passé, mais globalement l'idée voilà, c'est pas de cultiver au milieu des mauvaises herbes, c'est de cultiver dans un sol propre avec du paillage, hein, ça on peut mettre du paillage, il n'y a pas de souci, c'est conseillé même. Mais par contre voilà, on ne cultive pas dans le chien-dent, donc on essaye de retirer les mauvaises herbes au fur et à mesure pour avoir vraiment une culture propre. Enfin moi c'est comme ça que je vois un peu le potager, chacun fait comme il veut, mais moi c'est un peu comme ça que je le vois, et en termes d'efficacité de rendement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. Et donc voilà, petite récolte de basilic, hein. Plutôt que de s'embêter à récolter des feuilles, pour le basilic, le mieux c'est de récolter au moment où on fait la taille, on en profite pour faire une petite récolte, en récoltant notre taille, hein. Et là voilà, j'ai taillé tous les basilics, hein, pour qu'ils refassent plusieurs nouvelles feuilles, nouvelles branches, et puis les tiges principales à chaque fois, et ça fait ma récolte. Et alors, chose intéressante, hop, voilà, sous une feuille de basilic, j'ai trouvé ça. Voilà, je vais voir un peu ce que c'est, je vais essayer d'identifier quel genre de ravageur ça peut être. Je n'avais encore jamais vu ça, des œufs comme ça d'insectes sous une feuille de basilic. Donc je vais m'enseigner, je vais regarder ce que c'est, et puis j'essaierai de vous mettre ça à l'écran, vous dire ce que c'est. J'avais jamais vu ça. Ah, il y en a d'autres ici. Oula, j'en ai plein là. Voilà, j'en ai d'autres là. Ici. Bon, je vais essayer de me renseigner, voir ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Donc je vais arroser, mais avec modération, hein, puisque voilà, comme il était un peu malade au départ, j'ai évité de trop arroser. Je voudrais pas faire revenir la maladie. Donc je vais mouiller un petit peu, mais raisonnablement. Sachant que de toute façon, le basilic, ça n'aime pas avoir les pieds qui baignent dans l'eau, hein. Il aime bien un peu d'humidité, mais pas un sol détrempé. Donc le basilic, on arrose régulièrement un petit peu. Et on ne le fait pas vraiment tremper les pieds dans l'eau, il va pas aimer ça.
Enfin, c'est ce qu'on lit sur internet, parce qu'en même temps, la chaîne des sourciers qui explique, qui a fait un très bon tuto sur justement la taille du basilic, eux, ils expliquent qu'ils font du basilic en hydroponie, donc j'imagine qu'il a les pieds dans l'eau, il a les pieds qui baignent tout le temps dans l'eau. Donc voilà, je sais pas. Enfin, pour le coup, sur le basilic, on arrose modérément, moi c'est ce que j'avais lu, et surtout on n'arrose pas le feuillage, parce que là, il est très sensible aux maladies. Donc là, pour le coup, le basilic, on s'amuse pas à arroser le feuillage, on arrose au pied. Bon là, je suis vraiment ravi de mon système, on touche vraiment du doigt de pourquoi j'ai voulu faire ça. Et je suis vraiment ravi de mon idée là, de faire ces bacs avec ces allées pas enherbées. Tout pousse nickel, vous voyez, j'ai zéro dégâts de limaces quasiment, pas de dégâts de limaces et d'escargots. Des plants qui sont magnifiques. Pas de problème d'enherbement des allées à gérer. Ça peut pas faire de cachette aux limaces ici également, voilà. Moi je trouve ça relativement esthétique, même si vous n'êtes pas tous d'accord d'ailleurs là-dessus. Moi personnellement j'aime bien. Et voilà, des cultures mais qui se régalent, hein, qui sont ravis dans cet environnement. Donc vraiment je trouve ça vraiment top. En plus j'ai beaucoup moins de problèmes pour garder les cultures désherbées, puisque précédemment avec mes bacs en bois, j'avais en permanence l'herbe des allées qui revenait à l'intérieur des bacs et qui me ramenait du chiendent à l'intérieur. Vous voyez là, ça c'est par exemple, ça c'était censé être l'allée. Là j'avais mon bac, donc ça déjà ici c'était un abri à limaces, et en plus de ça, le chiendent passait sous la planche et après recolonisait en permanence les allées. Voilà. Et j'avais le long des planches, là j'avais en permanence du chiendent qui repoussait. Donc là j'ai les dernières repousses, parce que ça vient juste d'être mis en place, qui sortent, mais globalement, assez rapidement. Je vais avoir la pression du chiendent qui va vraiment disparaître, et seules les nouvelles pousses de chiendent qui vont sortir dans les bacs vont pouvoir pousser, et ça je pourrais le contrôler très facilement. Donc vraiment super ravi de ma méthode, même si voilà, par exemple vous voyez ça bouge encore, hein. Alors là on voit bien que cette bordure là elle a bougé, il va falloir que je réajuste un peu tout ça, c'est pas encore parfait. Mais au global, quand même, le concept est plutôt bon. Je suis vraiment content de moi. Et donc on quitte le basilic, hop, pour continuer notre grand voyage potager sur cette plate-bande magique. On enchaîne sur les concombres. Voilà, petite plate-bande de concombres avec des fleurs un peu intercalées de ci, de là. Alors on les voit pas forcément les fleurs, attendez, je bouge un peu. Hop, là voilà, il y a une capucine. Là ici, on va voir derrière, là ici c'est un souci. Il y a un peu des fleurs de ci, de là, et puis des concombres qui sont conduits le long de ce grillage, et il y a des concombres absolument partout. Je vais avoir une quantité de récolte assez fulgurante. Donc là, hein, toujours le même tarif, hein, je désherbe, je vais arroser un bon coup. Les concombres c'est très gourmand en eau, hein, donc là pour le coup j'hésite pas à arroser. Toujours pareil, hein, mouille pas le feuillage. Hein. Alors là typiquement sur le concombre il faut pas, hein, parce que ça peut attraper le mildiou des cucurbitacées, ça craint fortement l'humidité, donc pour le coup on mouille pas les feuilles, on mouille vraiment au pied. D'où l'intérêt d'avoir identifié le pied des plants avec des bâtons. Là vous voyez, quand ça commence à faire de la végétation, ça devient compliqué de deviner où est le pied, donc en plus avec le paillage qui cache un peu le pied, voilà, là je sais exactement où est-ce qu'il faut que j'arrose avec chacun des bâtons. Je vous conseille d'identifier l'emplacement de vos cultures comme ça. Allez, ben c'est parti, j'arrose et je désherbe. Voilà, niveau enherbement, hein, partout c'est paillé, vous voyez, c'est plutôt propre, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, là une petite pinouille là, qui a réussi à sortir, rien de bien méchant. Voilà, un petit pourpier ici. Limite les pourpiers on pourrait les laisser, hein, puisque ça après c'est pas très dérangeant, ça fait des tout petits systèmes racinaires, c'est pas trop un problème, et puis c'est juste plutôt un couvre-sol, donc c'est pas inintéressant, et ça se mange en salade en plus, donc le pourpier sauvage on pourrait le laisser, c'est pas trop grave. Voilà, ça par contre ça faut absolument pas laisser, ça va faire du chiendent. Ça, que je dise pas de bêtises, mais ça ressemble fortement à un kénopode. Ça pareil, on évite de laisser. Ça, je sais pas exactement ce que c'est comme plante, enfin je vois à quoi ça ressemble, je connais pas le nom, mais je vois à quoi ça ressemble quand ça grandit. C'est pareil, on laisse pas. Hop, un kénopode, un pourpier, un chiendent. Voilà, tout ça on enlève. Et là, hop, voilà, là on voit qu'on revient sur une zone où il y avait une allée précédemment, puisque vous voyez j'ai du chiendent qui ressort, toute cette zone là, voilà, j'ai du chiendent, et puis pareil derrière. Donc voilà, la première année là sur cette zone là, sur ces zones là, va falloir que je travaille régulièrement pour enlever le chiendent qui ressort, pour le fatiguer, et après normalement il va me laisser tranquille. Voilà, et donc on peut l'aider un peu, hein, le concombre, à s'accrocher dans le grillage. Ah, je viens de casser une vrille là, puisque normalement il a ces vrilles qui permettent de s'accrocher, mais il les lance un peu au hasard. S'il ne tombe pas sur le grillage, il va avoir du mal à s'accrocher tout seul. Donc faut pas hésiter à l'aider un peu.
Et vous voyez, la plante, ça tient sur pas grand chose. Ça pousse vraiment sur une toute petite tige très frêle. Donc c'est assez fragile les concombres, il faut faire attention. Ça pousse vraiment sur pas grand chose. Et c'est capable de faire une plante assez dingue avec énormément de poids, énormément de fruits. Voilà, il faut que ça puisse remonter toute l'eau, tous les nutriments dans la plante, dans les fruits. Et moi c'est toujours quelque chose qui me surprend avec les cucurbitacées, c'est cette capacité qu'elles ont à faire des feuillages et des fruits aussi gros avec des tiges et des systèmes racinaires aussi petits. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, le fait est que ça marche et que ça nous régale. Voilà, et comme quoi c'est pas magique non plus, c'est pas parfait. Là j'en ai un qui est mort. Donc inutile de le garder pour qu'il en plus il tombe malade et qu'il rende malade les autres, j'enlève ça dessus. Et alors pour ce qui est de la taille des concombres, j'ai pas trouvé ça extraordinairement fameux. Vous voyez, celui-là par exemple il avait été taillé, je crois qu'il avait été taillé, que je dise pas de bêtises, ici. Voilà, je pense qu'il a été taillé ici. Et l'idée c'était de lui faire refaire d'autres tiges. Et on voit effectivement qu'il y a deux ramifications là, qui partent là, une à gauche, une à droite. Mais le plan est quand même très en retard du coup par rapport à ceux qui n'ont pas été taillés, qui ont déjà des fruits et tout, donc ils sont beaucoup plus en avance. Donc la taille du concombre, j'ai regardé un peu partout, je vais parler de ça, c'est parce que effectivement c'est préconisé sur le concombre. Ils conseillent de tailler le concombre au moins au-dessus de la deuxième feuille. C'est pas obligatoire, mais pour améliorer le rendement et la productivité, c'est conseillé. Mais là en pratique, moi je constate qu'on n'y est pas du tout par rapport aux cultures que j'ai pas taillées et qui sont déjà bien productives. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais continuer à tester. La taille du concombre, si tout le monde préconise ça sur les autres sites internet, ils conseillent de faire ça, c'est qu'il y a une raison. A priori, c'est que c'est la bonne manière de faire. Alors moi, j'étais quand même arrivé au jardin avec des plants qui étaient quand même déjà très très grands, qui avaient filé, qui étaient très développés. Donc voilà, c'est peut-être pour des plants. Là, je vais refaire des semis en pleine terre de concombres. Et donc, j'essaierai de faire une moitié taillée, une moitié pas taillée. Puis on va refaire des tests comme ça sur la taille des concombres. On va voir ce que ça donne. Mais là, en tout cas, sur les plants là, que j'ai mis en terre, c'est pas extrêmement concluant, je trouve. Et là je passe en caméra grand angle là pour vous montrer quand même la culture, c'est vraiment joli, on va beaucoup ramasser. Donc on sort de cette plate-bande pour passer à la plate-bande en face, où là ça va aller très vite, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est juste magnifique, c'est la plate-bande de pommes de terre. Attendez, je passe en écran plus large, en grand angle, là vous voyez la culture est magnifique. Alors j'ai quelques toutes petites traces de mildiou dessus sur certaines feuilles l'autre jour, donc j'ai nettoyé tout ce que j'ai vu qui était malade. Mais là, voilà, les patates sont vraiment magnifiques, elles sont super hautes. Ah, vous voyez par exemple là, on voit ici là il y a du mildiou. Hop, ah, vous voyez ici on voit il y a du mildiou. Donc je laisse pas ça traîner, j'enlève ça. Et voilà, les pommes de terre sont magnifiques. Alors on m'avait demandé c'était quoi comme variété, c'est de la spunta. J'ai pas trouvé, moi j'aime bien utiliser la binch, j'en ai pas trouvé. La spunta, visiblement c'est un bon remplaçant pour la binch, pour faire de la bonne pomme de terre de conservation, pour faire pour faire des frites. J'ai juste cette partie-là de la culture, voilà, qui est un peu en souffrance. Et voilà, tout le reste là je vous laisse regarder, c'est vraiment super beau. Et je pense qu'il va être temps de gratouiller le sol pour aller chercher les pommes de terre nouvelles. Donc voilà, vous savez, les pommes de terre, on peut commencer à faire une première récolte en primeur quand elles ne sont pas encore complètement fanées. On gratouille dans le sol, au pied des plants, et puis on essaye de trouver délicatement des pommes de terre. Donc je pense que pour ce week-end, il y aura une petite récolte en pommes de terre nouvelles. Et alors un enherbement de la culture vraiment très limité. Alors là, vous voyez, là il y a un petit chien dent. Là, visiblement, il y a un pissenlit ici aussi, mais globalement, voilà, la pression des mauvaises herbes est vraiment très limitée puisque le feuillage fait vraiment couvre-sol. C'est une culture qui s'auto-paille. Il n'y a pas de lumière qui touche le sol, donc il n'y a rien qui germe. En plus, c'est vraiment une culture qui a tendance à vraiment tout bien étouffer au niveau du sol, donc voilà. Alors là, elles sont en fleurs, donc normalement, c'est le moment où il faut les arroser. Quand elles sont en fleurs, il ne faut pas hésiter à bien mouiller. Et au moment où elles ont été en fleurs, il y a eu 60 mm qui sont tombés de pluie. Donc voilà, c'était parfait. C'était une bonne grosse pluie, pile poil au bon moment. Donc je pense que pour les pommes de terre, sauf coup de pas de bol, genre de la grêle ou un gros coup de mauvais temps pendant un moment qui donne le mildiou, on est parti, je pense, pour avoir une belle récolte là. Donc je vous rappelle, il y a 10 mètres carrés.
une bonne récolte de pommes de terre, c'est 5 km². Donc voilà, possiblement, si tout continue à bien se passer comme ça, c'est un petit 50 kg de patates qui nous attend à la fin. 50 patates. Et on se retourne, hop, on repasse de l'autre côté. C'est un peu comme si on faisait les courses, hein, c'est les différents rayons du supermarché. On passe sur la plate-bande suivante. Alors elle n'est pas encore arrosée là, donc dès que je vais avoir fini de filmer, je vais passer un coup de jet d'eau parce que vraiment tout a soif, tout a vraiment besoin d'être arrosé. Vous voyez, ça c'est les laitues que j'avais fait. Hop, une petite patate à désherber, je l'enlève. Voilà. Voilà, ça c'est les laitues que j'avais faites. Et il y en a vraiment beaucoup trop. Il y en avait beaucoup trop. J'avais quasiment 50-60 plants. Donc ça c'était pour le besoin de la vidéo. J'avais fait beaucoup de plants d'un coup pour vous montrer les différents moyens de faire des semis. Et je me suis retrouvé avec beaucoup trop de plants. Et vous voyez, j'en ai plein qui sont en train de monter en graines. Donc voilà, là, ça c'est des laitues qui sont en train de monter en graines. Alors on m'a dit qu'on peut les donner aux poules, notamment les laitues comme ça quand elles montent en graines. Voilà, c'est quelque chose qui peut partir pour les poules. Donc c'est bon à savoir. Je pense que je vais proposer à la voisine de lui donner. Alors j'avais replanté des plants après coup pour remplacer des plants qui avaient déjà été récoltés. Donc celle-là par exemple, vous voyez, elle n'est pas montée en graines, elle a été plantée plus tard. Et on m'a passé commande d'une laitue. Madame veut une laitue, donc voilà, celle-là, elle va partir à la cuisine. Et je vous rappelle, pour récolter les laitues, on coupe au-dessus du collet, on laisse dans le sol la petite racine. Hop, j'en profite pour désherber ce qui était caché dessous. Voilà, on laisse dans le sol la petite racine, et ça après, ça va refaire quelques petites feuilles de laitue qu'on pourra récolter après coup. Là, vous voyez, ça c'est des laitues qui ont déjà été récoltées. Et depuis le collet, là, vous voyez, il y a des petites pousses qui sont en train de repartir. Hop, celle-là aussi, là. Et donc ça va pouvoir faire un petit peu du mesclin, comme des jeunes pousses. On va pouvoir ramasser. Donc n'hésitez pas à pas arracher vos laitues. Vous coupez au-dessus du collet et vous laissez la racine dans le sol. Et puis ça va vous faire des petites repousses derrière. Alors je vais repasser à gauche. Après les laitues, on va avoir des haricots. Qui sont vraiment très beaux, là, qui se développent bien, qui font des fleurs de partout. Là il va être temps de les buter. Ils sont suffisamment grands pour les buter. Ah, ils commencent à avoir du mal à se tenir. Donc là, hop. On dirait que j'ai un chêne qui pousse. Oui, c'était un chêne. Voilà. Comme je remplis ça un peu avec tout ce qui passe, et puis notamment des trucs que je récupère au fond dans le bois. Vous voyez, là, ils ne tiennent pas. Hop, ça tombe. Donc là, ça va être temps de buter pour aider à tenir. Voilà, là, on a le soja devant. On a les haricots qui sont carrément en train de se coucher sur le soja. Donc là, ce que je fais, voilà, j'hésite pas à remonter de la terre au pied des haricots. Pour les faire se tenir droit, faire en sorte qu'ils évitent de se coucher partout. Voilà. Et je vais aller de l'autre côté pour faire pareil. Voilà, la culture est butée, tout ça est plutôt joli, donc on va laisser pousser ça. J'ai pour arroser au pied, sans mouiller le feuillage, un peu comme tous les autres légumes. J'avais une courge spontanée qui était sortie ici, je l'ai laissé pousser, mais elle devient énorme et faisait des feuilles énormes là, qui faisaient de l'ombre aux haricots et au soja. Donc je vais quand même couper quelques feuilles pour qu'elle évite de trop faire d'ombre aux haricots et au soja. Voilà, tout est bien parti. Les plants que j'ai repiqués, là, que j'avais replantés, que j'avais fait en godet, ceux-là ils sont pas forcément hyper beaux. Enfin, ils sont repartis quand même. Mais c'est quand même clairement moins joli que ceux que j'ai semés en pleine terre. Donc voilà, moi ça me confirme, tout ce qui est légumineuse. Je trouve que les semis en godet c'est toujours moins efficace, moins probant que les semis en pleine terre. Donc c'est pas quelque chose que j'aime trop faire justement en godet. En plus je trouve que c'est de la perte de temps, perte de moyens, perte de place dans les pépinières à semis. Donc pour tout ce qui est légumineux, je préfère vraiment attendre que le sol soit à la bonne température, que les conditions soient bonnes en extérieur et faire ça en extérieur. C'est pas trop une culture que j'aime faire en godet. Suite de la plate-bande, je vous avais fait une petite vidéo sur comment planter tomates, aubergines, poivrons et piments. On est devant les lieux du crime, donc voilà. Là j'ai mes tomates que j'ai plantées. Alors c'est des tomates, j'ai pas du tout géré les gourmands, je laisse pousser comme ça. Il y a une tomate cerise au milieu, donc du coup il faut pas trop que je la taille, je vais laisser pousser comme ça, puis je vais essayer de rajouter des tuteurs au besoin. Elles sont bien en hauteur, en plus elles sont paillées, il n'y a pas trop de risque d'humidité ici dans ces bacs-là. C'est bien ventilé, donc je suis pas trop inquiet sur les maladies. L'aubergine pousse bien, vous voyez, elle est belle. Ici poivrons et piments, ça se développe bien. On commence à voir que il va y avoir des fruits qui vont arriver.
En suivant, je vous ai fait une vidéo sur comment planter les cucurbitacées. Donc là, je crois qu'il y a une courgette non coureuse et puis une courge musquée longue de Provence. Je crois que c'est celle-là, la courge, elle est en train de courir. On voit, elle fait une tige qui est en train de courir. Et celle-là ne court pas du tout, donc celle-là, ça doit être la non coureuse. Ah, j'ai un petit chien dent qui est en train de pousser dans l'allée, qui est en train, un survivant qui essaie de s'en sortir. Hop, hors de question de laisser ça. Et alors là, on enchaîne sur mon semis de carottes, qui a eu beaucoup de problèmes, qui a galéré. Alors tout ça a été désherbé. Déjà, je suis déjà passé dessus, j'ai tout désherbé. Donc voilà, bon, c'est pas foufou. Ça a besoin d'être éclairci d'ailleurs. Hop. Là, vous voyez, les carottes sont trop serrées. Donc là, il faut que j'en enlève. Sinon, je vais rien récolter à cet endroit-là. Hop. Voilà, il faut que je laisse, disons, 5 cm entre chaque carotte. Donc voilà. Là, il y avait une grosse touffe de graines, tout est sorti. Donc là, par contre, il y en a trop. Voilà, j'ai des mini carottes. Vous voyez ça, typiquement, vous pouvez les prendre et puis les faire à l'apéro. Vous embêtez même pas à éplucher, ça, juste vous frottez un peu. Hop, petites carottes comme ça, vous les grignotez. Ou même au potager, vous les passez un petit coup sous l'eau. C'est le petit plaisir du jardinier, la petite récompense pour le travail accompli. Bon, donc voilà, il y en a quand même un peu des carottes, mais vous voyez, c'est très clairsemé. C'est quand même pas fou. Semis qui s'est pas très bien passé, je vous avais expliqué, là j'avais essayé de faire ça avec une bâche pour garder le sol humide, et je pense que ça a dû trop chauffer dessous, ça a dû avoir trop chaud, et du coup ça s'est mal passé. Donc c'est une vidéo que je vous referai, le semis de carottes, parce que là je m'y suis repris à 2 reprises, et ça n'a pas marché, mais bon, je vais quand même avoir quelques carottes sur la culture. Et au bout de ce bac, là on retrouve ma consoude Bucking 14, qui se porte à merveille, qui est en train de faire des fleurs, et qui attire, ma foi, les pollinisateurs là, hop, on voit ici, ça se régale, ça butine. Donc je suis content, j'ai pu la garder quand même un petit peu cette consoude, mais au pire bon j'aurais enlevé, mais c'est un peu un petit symbole de permaculture la consoude Bucking 14. On en fait un peu tout un plat, honnêtement ça sert pas à grand chose. Mais bon voilà, je suis quand même content de l'avoir, donc si je peux la garder c'est tant mieux. Donc voilà, on arrive au bout de cette plate-bande là. Moi je vais mettre un gros coup d'eau ainsi qu'à tout le potager parce que tout a très soif. Donc là moi ça va être ma mission là maintenant, ça va être tout arrosé. J'arrête la vidéo là, j'arrête de filmer pour aujourd'hui. Je vous reprends, pour vous c'est tout de suite et puis pour moi ça va être demain. On va continuer le jardinage. Il y a pas mal de choses dont il faut qu'on s'occupe, notamment tout ce qui est petits pois. Et voilà, on est le lendemain, le ciel a tourné, franchement il s'est mis à pleuvoir depuis ce matin, donc c'était bien la peine de passer 2 heures hier à arroser le jardin. Mais bon voilà, un peu de pluie par-dessus, franchement je suis pas contre, ça a bien aidé. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas le mildiou qui se développe, mais les températures ont bien baissé aussi, donc normalement les températures sont pas propices à ce que le mildiou se développe, j'espère. Et surtout on n'a pas eu de grêle, donc là moi je me plains pas, je suis bien content, je touche du bois, là faut que je trouve du bois, après j'irai le toucher. Hop, là, voilà, on touche du bois. Parce que clairement la grêle ici c'est un problème là dans ma région et là ça fait quasiment 2-3 ans consécutifs que je prends la grêle sur les cultures et là pour l'instant voilà, tout va bien, pas de grêle, donc de la pluie et puis on va continuer à jardiner, vous voyez, on s'équipe, il n'y a pas de souci, on n'est pas en sucre, on va pas fondre. Et alors des moyens techniques d'exception sur cette chaîne, que même Netflix il n'a pas accès à ce genre de technologie. Voilà, parapluie fixé sur trépied. Et puis du coup le téléphone va pouvoir m'accompagner au jardin. Allez, c'est parti, on a des récoltes à faire et puis après il y a des cultures à enlever et puis on va remplacer tout ça. Allez, zou. Donc hier on a fait faire cette première partie du jardin avec les bâches de culture et ces 2 bacs là, dont on a fait s'occuper des cultures, désherbage et arrosage, voilà, qui aura été bien indispensable. Et on enchaîne du coup sur celle-là, voilà, les petits pois ont vraiment bien donné. On a eu beaucoup de récoltes déjà, on aurait pu en avoir même bien plus, comme vous pouvez voir avec les salades là-bas qui beaucoup sont en train de monter en graines. J'aurais pu récolter facilement 30 salades de plus. Et alors sur les petits pois, la culture a vraiment beaucoup donné. J'ai une dernière récolte à faire, vous voyez, j'ai encore pas mal de jolis petits pois à ramasser, donc je vais m'occuper de ça. Là les pois gourmands aussi sur cette partie là de la culture là sur le fond, hop, je vais faire la dernière récolte et là après c'est vraiment les derniers pois que je ramasse. On voit les cultures là commencent vraiment à jaunir, à sécher, il n'y a plus de fleurs dessus. Là il commence à faire très chaud, alors pas aujourd'hui mais les autres jours là il commence à faire très chaud. J'ai également ce persil de l'an dernier là qui est monté en graines, vous voyez là les belles ombelles des ombellifères là qui vont commencer à former des graines et tout. Enfin moi j'en ai pas spécialement besoin, donc ça va partir au compost.
Et donc une fois que j'aurai tout récolté, pareil, la culture de petits pois va partir au compost. Et puis on va s'occuper de remplacer tout ça par des cultures qui vont suivre. D'ailleurs, un petit indice là-bas sur votre écran. Allez, ben c'est parti pour la récolte. J'espère que le bruit de la pluie sur le parapluie va pas trop être fort à l'enregistrement. Allez, il en reste plus que beaucoup, hein, des pois gourmands. J'arrive vraiment au bout. On a fait vraiment des très belles récoltes hein, sur les petits pois, les fèves aussi, hein, ça a beaucoup donné. Beaucoup de récoltes là-dessus. Un début de saison qui a très bien commencé. Alors, les petits pois là, ça on y mange que. Alors c'est pas du pois gourmand, hein, ça c'est du pois en grain, genre du petit provençal, ou merveille de Kelvédon. Ça se grignote cru comme ça, c'est sucré, c'est super bon. Même à l'apéro et tout, franchement c'est sympa. Et ça se congèle super bien aussi, donc c'est des cultures, on peut en faire en abondance, hein, c'est pas trop un souci. Ça demande par contre beaucoup de travail derrière en post-production, hein, parce qu'il faut ouvrir toutes les cosses, récupérer les pois. Donc c'est pas mal de boulot. Alors sur les pois gourmands, non. Hein. Les pois gourmands, il n'y a pas besoin. On mange l'intégralité du pois. Donc c'est un peu plus simple pour le coup en termes de post-production et de cuisine. Mais c'est quand même... moi j'aime un peu moins quand même que juste le petit pois classique. Donc j'en fais quand même beaucoup moins du pois gourmand que du pois classique. Allez, je continue, j'avance sur ma ligne. Ouais, j'en ai même oublié, hein, vous voyez. Ça c'est du grain qui a séché. Alors je pourrais le laisser encore plus sur la culture, vraiment attendre que ça sèche, vraiment que ça soit ultra sec. Et récupérer du grain qui soit vraiment tout fripé, tout séché. Et ça me ferait de la semence pour l'an prochain. Ouais, même limite, là il est encore... il sera encore bon. Là, faudrait pas le manger cru celui-là. Il est quand même... Oui, quand la gousse est jaune comme ça commence à être un peu tard. Donc cru c'est compliqué, mais cuisiné là ça passe encore pas trop mal. Et donc la technique du grillage est de faire un rang de chaque côté du grillage, hein, franchement c'est parfait, ça marche très très bien. C'est ce qui est à mon avis le plus efficace en termes de productivité, de récolte pour le temps passé. Donc moi j'aime bien cette technique là, et je refais chaque année et ça marche bien. Bon voilà, petite récolte, hein, c'est pas fou, c'était vraiment la fin, hein, donc il commençait à être temps d'enlever tout ça. Là c'est parti, je vais tout arracher. Et alors ce qui va être intéressant de regarder, hop, j'essaie d'en attraper un. Voilà, on va regarder ça. Hop, voilà, là on voit au niveau des racines du petit pois, alors j'essaie de vous montrer ça en gros plan. Voilà, j'essaie de zoomer dessus. Normalement on doit voir justement ce que j'appelle les petites poches blanches de rhizobium au niveau de la racine. Donc ça veut bien dire que le petit pois a fait sa symbiose avec les bactéries rhizobium. Alors on les voit pas forcément très bien à l'image, là moi je vous assure qu'elles y sont. Mais on voit des sortes de petits nodules au niveau des racines. Et voilà, il a fait son association avec le rhizobium pour récupérer l'azote de l'air. Alors moi j'avais lu qu'il ne fait cette association que si jamais il n'y a pas assez d'azote dans le sol, que si jamais il y a suffisamment d'azote, il se contente de récupérer l'azote du sol, il ne fait pas cette association. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Du coup, si effectivement c'est vrai, ça indiquerait que si on trouve ces rhizobiums, c'est-à-dire que le sol manque un peu d'azote, puisque le petit pois a trouvé le besoin de faire cette association. Alors voilà, je ne suis pas du tout sûr de ce que je vous dis là. Je suis preneur de votre avis en commentaire là-dessus, si le fait qu'il y ait justement ces rhizobiums au niveau des racines, ça prouve que ça manquait un peu d'azote. Allez, c'est parti, je vais tout arracher. Et puis on va en profiter également pour désherber. Et je vous reprends après. Et alors je vais en profiter également pour arracher cette culture de radis qui n'a pas super bien marché parce que justement les radis étaient complètement étouffés par les petits pois qui poussaient derrière. Et voilà, je voulais vous en faire une vidéo sur Potager Coach pour le semis de radis. Mais bon voilà, toute la partie qui était au fond du coup c'est pas bien développé. Ceux qui étaient devant par contre se sont plutôt bien développés. Bon, je les ai pas ramassés, je vous avoue. J'ai été trop occupé ailleurs au jardin, donc ça c'est un peu une culture pour rien, mais enfin bon, ça prend 1 mètre carré et ça prend 5 minutes à faire un semis de radis comme ça à la volée, donc c'est pas pour le temps perdu. Ah, toi je te veux pas au jardin toi, tu vas aller plus loin. Voilà, c'est 5 minutes de perdu, c'est pas bien grave, c'est les choses qui arrivent. Hop, donc voilà, j'arrache tout ça. Et puis du coup, la vidéo sur le semis de radis, je vous la referai. Sachant que j'avais quand même déjà fait une vidéo sur la culture de radis en entier. Donc vous n'êtes quand même pas fanny. Sur le site, vous avez quand même déjà une vidéo.
Voilà, 1h15 ont passé, hein, mine de rien, c'est quand même, ça prend du temps de faire le jardin, de faire le potager. Voilà, et tout est nettoyé, tout est propre, prêt pour accueillir de nouvelles cultures. Alors sur les grillages que j'avais mis, j'en ai laissé que la moitié, puisque là on va essayer de tutorer du concombre là-dessus, on va voir ça tout à l'heure. La deuxième partie, j'ai enlevé les grillages, je vais pas avoir besoin de faire 10 mètres de concombre, ça risque de faire beaucoup trop. Alors ici vous voyez, là j'ai mon persil que j'avais mis en place, mes 6 plants de persil que vous m'avez vu planter dans la vidéo potager coach. Alors c'est les deux les rangs du fond, c'était le persil frisé, et les deux du fond là vous voyez, ils étaient couchés sous les petits pois, donc ils tirent un peu la tronche par rapport aux autres qui avaient beaucoup plus de lumière. Mais je m'inquiète pas, ils vont repartir, hein. Là pour le coup, maintenant ils sont bien, ça devrait pouvoir pousser tranquillement. Les autres par contre se sont très bien développés, vous voyez. Le persil plat commence déjà à être très beau. Je pourrais déjà commencer à récolter là-dessus, et puis il va me faire toute l'année jusqu'à l'an prochain. Et puis les cultures vont pouvoir s'enchaîner. On fait un semis par an et ça suffit amplement. Là le persil frisé, je commence à en avoir aussi pas mal. Et puis ça, les deux brins de persil frisé un peu derrière là qui ont manqué de lumière, ils vont repartir de plus belle. Donc dans le sol, hein, il reste quelques petits bouts de feuilles, de verdure, des petits pois qui traînent et tout, mais globalement tout est désherbé, hein. J'ai enlevé toutes les plantules, tout ce qui pouvait commencer à regermer en termes de mauvaises herbes, notamment surtout le chien-dent, hein. Moi c'est vraiment le chien-dent Manémésis ici au jardin. Voilà, donc là j'ai des plants de poivrons et d'aubergines que je vais pouvoir maintenant pailler tranquillement, hein, puisque là vous voyez le sol est à nu, c'est pas forcément idéal. On est quand même même si aujourd'hui il fait pas très beau, on arrive quand même à la belle saison. Là il est temps de pailler tout ce qui peut être paillé, tous les gros plants. Là à partir de là vous voyez il n'y a plus les tuteurs, on va pouvoir partir sur autre chose. Et alors moi je voulais vous montrer ça aussi, regardez ça, hop, voilà, ça c'est un navet, attendez on va le récolter. Donc ça c'est les navets que j'avais que j'avais semé pour faire le petit tuto potager coach, hein, sur la culture du navet. Et voilà, j'ai tout ça de navet avec, vous voyez un peu la taille du navet, hein. Regardez ma main, j'ai des bonnes paluches, hein, donc voilà, je sais pas combien il doit faire. Celui-là il va faire facilement je sais pas, un demi-kilo facilement. Il est énorme. Donc voilà, bon, en plus on raffole pas du navet, donc je sais pas ce qu'on va faire d'une telle quantité de navet. Voilà, c'était pour le tuto, hein, c'était pour vous montrer comment faire une bonne culture de navet. Alors ce qui est super important du coup sur le navet, c'est de bien respecter l'espacement et de réussir l'éclaircissage. Voilà, il faut leur laisser 25 cm entre chaque plant pour, vous voyez un peu le bébé que ça fait là, donc il faut qu'il puisse avoir la place de pousser. Voilà, le suivant est pas mal aussi, il n'est pas aussi gros. Je crois que j'en ai un aussi gros plus loin, je l'ai vu tout à l'heure. Attendez, on va faire le tour. Voilà, donc là c'était là où il y avait les petits pois que j'ai arraché, et donc sur deuxième, il y avait 2 rangs de navets, et donc ce rang là était caché sous les petits pois. Donc vous voyez ce rang là par contre il a manqué de lumière, il était caché sous les petits pois et les navets sont restés rachitiques, alors que le rang là-bas là, vous voyez, hop, je l'enlève aussi celui-là. On va regarder ça. Oh là, il est énorme. Oh l'engin. Voilà, regardez ça un peu les bébés là. Et je vous mets ma main à côté, j'essaie de prendre un peu du recul, vous voyez bien. Là j'ai 1 kg de navet, donc je sais pas ce que je vais faire de ça. Et donc le premier rang qui était bien la lumière, qui avait de l'espace, et bien voilà, il a bien poussé. Celui qui était trop serré à l'ombre des petits pois, vous voyez, les navets sont encore tout petits. Alors que le premier rang, voilà, il est magnifique. Donc en même temps, ça fait un petit test intéressant sur l'importance de l'espacement et de la lumière. Donc voilà, la culture a besoin de lumière. Si elle est trop étouffée, voilà, elle va prendre énormément de retard. Donc ça vaut pour les radis également, hein, on a pu le voir tout à l'heure sur la culture de radis. Donc radis navet, ça a besoin de lumière, hein, même si on dit que c'est des plantes qui poussent à la mi-ombre. Voilà, si vraiment ils sont trop étouffés, eh bien, votre culture va pas pousser. Pourtant l'éclaircissage était bon, hein, vous voyez, il y a le même espacement que là-bas. Mais ceux-là sont restés tout petits, alors que ceux-là se sont super bien développés. Ok, donc on se retrouve là où j'avais mes petits pois gourmands avant, et j'ai laissé les grillages, et on est parti pour faire des semis de concombres. Donc j'ai du concombre, les graines Lidl, hein, qui vont bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits poquets de 2-3 graines. Tous les, on va dire, tous les 50 cm. Je vais en mettre de chaque côté du grillage pour que ça pousse bien. Et ce que je vais faire, c'est que quand les graines auront bien germé, je garderai qu'un seul concombre par poquet de graines. Et puis ce qu'on va faire également, c'est que une fois que ça aura germé et que les plants seront suffisamment grands, on en fera 1 sur 2. On en prendra 1 sur 2 qu'on conduira normalement sans faire de taille, et puis 1 sur 2 qu'on conduira en taillant au-dessus de la deuxième vraie feuille.
comme on a pu le voir précédemment. Puis on va faire un peu des tests comparatifs à partir de concombres qui auront germé dans la terre et qui seront vraiment bien enracinés, sans les problèmes que j'ai pu avoir de plantation, de plants qui ont un peu trop traîné en serre et tout. On va voir un peu ce que ça donne. Alors avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'engrais organique dans ma plate-bande. Donc j'ai du 7,3,7 ça de mémoire, de manière à réenrichir un peu le sol, hein, parce que j'ai quand même exporté beaucoup de choses là, en enlevant toute la culture de petits pois. Hein. Je vous rappelle que quand on dit que les petits pois ils récupèrent l'azote de l'air en faisant la symbiose avec les azotobactères, avec les bactéries, cet azote en fait il va se mettre dans la matière de la plante, hein. Donc si vous retirez la plante, vous retirez quand même cet azote, du coup et vous enrichissez pas votre sol. Pour que cet azote enrichisse votre sol, il faut que la matière de la plante retourne au sol. Donc cette matière là va revenir, celle-là ou une autre, hein, d'ailleurs, reviendra au sol, mais une fois que les concombres seront suffisamment grandis pour que je puisse les pailler. Donc tant qu'ils n'auront pas germé, je vais pas pailler, je paillerai une fois que ça aura germé. Donc dans un premier temps, voilà, je rajoute un petit peu d'engrais, ça fera pas de mal, un peu d'engrais organique, et je mettrai un paillage après coup. Et on est parti pour faire le semis. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de faire des petits poquets, mettre 3 graines tous les 50 cm. Et puis je vais remonter comme ça le grillage. Alors les graines, je les enterre pas très profond, à quelques centimètres. Alors il faut faire attention, hein, si vous avez des petits mulots dans votre jardin et tout, les mulots peuvent venir gratter puis vous déterrer vos graines et puis les manger. Ils sont assez attirés par les graines de cucurbitacées. Donc vous pouvez les protéger en mettant une sorte de demi-bouteille retournée par-dessus. Moi j'ai assez peu de pression de la part des rongeurs dans mon jardin, c'est un peu l'intérêt des sols argileux. Les rongeurs ont un peu du mal à y creuser des galeries. Donc de ce côté-là, je suis pas trop embêté. Mais ça m'est arrivé quand même des fois de retrouver des graines de courge dans les semis. On retrouve la graine, juste la coque de la graine au niveau du sol, et puis la graine qui a été vidée, qui a été mangée. Alors pour le semis, mais voilà, c'est pas compliqué, je prends un petit bâton, je fais un trou, ou avec le doigt, hein, tout simplement. Mais là la terre est mouillée, j'ai pas envie de m'en mettre plein les doigts. Hop. Hop là. Voilà, je recouvre. C'est un des côtés sympathiques en fait de ces bordures en béton là de 1 mètre de long, c'est qu'elles me servent en fait de mètre. Du coup ça me gradue j'ai des graduations dans le potager tout du long là. J'ai tous les mètres, j'ai une encoche. Donc ça me permet de mesurer. Là typiquement j'ai voulu mettre un concombre tous les 50 cm. Alors c'est plus serré d'ailleurs que ce qui est préconisé sur Potager Coach en termes d'écartement. On est moins écarté, mais enfin vous voyez quand même dans quoi je cultive, hein, c'est quasiment du terreau. Donc je me permets de serrer plus. Et puis du coup j'ai qu'à compter, j'ai mis un poquet sur chaque rainure, au milieu de chaque bordure, et puis voilà, ça compte pour moi, j'ai pas besoin de mesurer. C'est quand même c'est un petit côté sympathique de ces bordures. Ça me permet vraiment de compter facilement. Typiquement là, ma plate-bande de carottes là un peu ratée, je sais qu'elle va faire, par exemple là j'ai une bordure, 2 bordures, et elle continue encore sur un peu plus quasiment une 3e bordure. Donc elle fait à peu près 2,7 mètres carrés puisqu'il y a 1 mètre de large. Voilà, ça me permet facilement de compter. Ici pareil, hein, par exemple les blettes là, elles font un peu plus d'une bordure. Donc il y a un peu plus d'1 mètre carré. Les betteraves c'est un peu moins d'1 mètre carré. Voilà, ça permet de compter très facilement. C'est assez pratique. Et donc là par exemple le persil il prend 1 mètre sur un demi-mètre. Donc j'ai un demi-mètre carré de persil, voilà tout ça. Comme ça c'est assez facile de compter en fait avec ces bordures, c'est assez pratique. Et voilà, les cultures continuent. Là je suis sur l'emplacement justement où il y avait les radis que je viens d'arracher. Et un plan du potager c'est pas quelque chose de statique, hein, ça passe son temps à évoluer tout au long de la saison. Les cultures se terminent, tout de suite on enchaîne sur d'autres cultures. Voilà, c'est pour ça que sur Potager Coach j'ai fait un plan qui est évolutif avec le temps. J'ai pas fait un plan statique, figé. L'idée c'est vraiment que le plan évolue, que ce soit dynamique au fur et à mesure de la saison. Et là donc on est parti pour enchaîner d'autres cultures. Là je viens d'arracher ces radis. Et il me restait des plants que j'avais fait en serre et que j'ai pas encore eu le temps de planter. Donc là pour le coup ceux-là ils ont vraiment beaucoup traîné, hein, puisque là on est mi-juin quasiment. Et ils n'ont pas encore été plantés. C'est 1 mois de retard après la période de plantation. Mais ils sont encore là, ils sont encore vaillants. Ils sont plutôt jolis et tout. Donc c'est parti. On va les planter au jardin.
Bon, du coup, cette planche-là a été replantée immédiatement avec, comme je vous ai dit, 3 poivrons supplémentaires. Ils sont à peine plus petits que ceux qui étaient déjà en pleine terre. Par contre, on voit au niveau de la couleur hein, que c'est pas du tout le même vert. Voilà, ça a manqué d'azote. Hein. Là, on voit très bien que dans leur peau, là, ils commençaient vraiment à plus avoir à manger. Et ils accusent un petit retard de développement d'ailleurs par rapport aux autres. Donc, il était temps de les planter. Et donc là, je crois que je me souviens plus quel godet j'ai enlevé. Je pense que j'avais une pastèque et 2 melons, ou l'inverse, je sais plus trop. Et je leur ai laissé de la place. Hein. Là, elles ont un bon mètre carré chacune. Et donc là, on est sur du gros plan. Et ce qui va nous manquer, c'est du paillage. Dès qu'on met des gros plans en terre, hein, surtout nous dans le sud de la France, moi personnellement, je préconise de mettre une bonne couche de paillage pour garder l'humidité, éviter que ça soit en contact direct avec la terre, hein, c'est jamais très bon. La terre qui après, si jamais ça pleut fort, ça fait des éclaboussures de terre sur les feuilles, ça favorise le développement des maladies, tout ça. Donc on a vraiment tout à gagner à mettre du paillage. En plus de ça, le paillage va nourrir le sol et va apporter de l'azote, hein, surtout si vous faites un paillage avec de l'herbe, hein, de l'herbe que vous aurez tondue de votre pelouse. C'est beaucoup d'azote que ça contient, donc c'est vraiment parfait pour ces cultures-là. Donc c'est parti, j'ai un petit stock de paillage d'avance, je vais le chercher, puis je vais répartir tout ça. Bon en fait le plus simple hein, c'est de récupérer, vous voyez ça c'est tous les petits pois que j'ai arrachés, les radis, toute la culture que je viens d'enlever, j'en ai fait un gros tas. Et pour faire du paillage, plutôt que de prendre mon herbe, que j'ai de côté là, hop, qui est ici là, voilà. J'ai un petit stock d'herbe d'avance, séché, prêt à utiliser. Je vais broyer ça, je vais le passer à la tondeuse. Alors je pourrais le mettre tel quel hein, directement au pied des plants, mais bon c'est quand même moins pratique à manipuler que si ça a été haché une première fois. Donc je vais passer la tondeuse dessus, puis l'idée ça va être de réduire un peu de faire en sorte d'en faire des petits morceaux. Et puis je vais mettre ça au pied de mes plants. Et voilà, j'ai une bonne boîte de paillage. Je vous préviens quand même, juste faites attention. Ce que je fais avec la tondeuse, c'est pas du tout l'usage préconisé d'une tondeuse. Hein, le fait de soulever la tondeuse, hein, la lame se retrouve exposée, ça peut envoyer des projections. Donc là, je le fais parce que je suis à un endroit où je sais qu'il n'y a personne autour et que ça craint rien du tout. Voilà, mais si vous avez des gens autour et tout, surtout vous faites pas ça, hein, vous levez pas la tondeuse au risque que ça envoie des choses un peu partout. Également faites attention quand vous baissez la tondeuse, vous risquez de bloquer la lame s'il y a un tas de foin trop gros, puis c'est pas très bon pour le moteur. Donc essayez de descendre tout doucement la tondeuse, qu'elle ait le temps de bien manger avant de continuer à descendre. Mais vous avez, de toute façon ça va être quand même relativement dur de pas bloquer la lame, donc c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Une tondeuse c'est pas un broyeur de végétaux, mais je vois pas tellement d'engins qui puissent permettre de faire ça autre que la tondeuse. Donc voilà, c'est quand même pas du tout l'usage préconisé d'une tondeuse, je tenais à le préciser. Et voilà, tout ça est planté, paillé. Et c'est étonnant de se dire que c'était la même planche ce matin où il y avait les petits pois et les radis, vous voyez. Ça a enchaîné immédiatement. On est reparti sur autre chose. Et alors là, le paillage en petits pois et en radis, bon, c'est un paillage assez grossier, mais je pense que les plants vont se régaler. Ça va se décomposer assez rapidement, je pense. D'ailleurs, il faudra que je recompense assez rapidement avec du foin. Mais alors, du coup, ça va libérer une fertilité de fou dans le sol. Donc, je pense que ça va vraiment leur faire plaisir. Par contre, ça chauffe très fort, très vite. Donc, j'en ai vraiment pas mis épais. J'ai bien fait attention de mettre vraiment une couche très fine au niveau des pieds des plants pour éviter que ça chauffe de trop. Parce que vraiment on sent que les microbes là ils sont partis, ça a attaqué direct. Hein. Ok, donc on est toujours sur la même plate-bande. De l'autre côté, c'est là où on a fait le semis de concombre à l'instant. Là, il y avait justement précédemment des filets à ramer pour les petits pois que j'ai arrachés. Et je vais remplacer ça par des poquets de haricots. Des petits haricots nains beurre, là c'est très bon. C'est bientôt les vacances, on pourra être là pour les ramasser tous les jours. C'est un peu le problème de ce genre de haricots, c'est qu'il faut être là tous les 2 jours pour bien les ramasser quand ils sont bons à manger. Mais là justement, ça va être l'occasion, on sera présent, on va pouvoir le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire
faire du semis en poquet, c'est encore ce qu'il y a de plus simple je trouve. Donc 4 graines tous les 25 cm à peu près. Je fais un petit trou, je mets 4 graines, je referme et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je paille pas pour l'instant, juste je vais arroser un bon coup. Je paillerai quand les plants se seront mieux développés et je les buterai également pour leur permettre de bien tenir bien droit. Allez, c'est parti. Et voilà, cette planche est terminée, semis de concombre, plantation de poivrons, de melons et de pastèques, semis de haricots. Voilà, la planche change complètement de culture et passe en mode été. Et on va passer à la planche suivante. Alors voilà, vous en profitez pour voir l'extraordinaire matériel dont je dispose. Pour faire mes vidéos, j'en parle assez peu des moyens techniques que je peux avoir. Ah, je vais en profiter, voilà, vous allez entendre là. Hop, une voiture qui passe. Et vous remarquerez que dans les vidéos, on n'entend jamais les voitures. Hein. Et j'ai un avion également qui passe dans le ciel. J'ai une route là qui passe juste devant la maison et je fais en sorte que vous entendiez jamais en fait le bruit des voitures parce que bon, je trouve pas ça très agréable dans les vidéos. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez des cuts. Je fais des cuts au montage. Je m'arrête de parler puis je reprends derrière. C'est juste le temps de laisser passer une voiture en fait. Donc c'est très régulièrement que ça m'arrive. Ah, donc là, vous voyez l'avion, la voiture. Donc voilà, les conditions de tournage pas forcément évidentes. En tout cas, le ciel a tourné. Le temps qui était au gris est repassé vraiment au beau temps. Et là, avec la pluie qui est tombée et la chaleur qui monte, là, il y a un taux d'humidité dans l'air, c'est affreux, on étouffe. C'est vraiment difficilement supportable. Mais bon, voilà, on est jardinier, on est courageux, on continue. Donc sur cette planche-là, c'est là que j'ai fait ma culture de fèves qui a été particulièrement généreuse cette année, qui a vraiment très bien donné. Mais voilà, là, elle est arrivée au bout, il est temps de l'enlever, de passer à autre chose. Donc on est parti pour le nettoyage. Alors au niveau des racines, je trouve assez peu de nodosité. Alors il y a quelques fèves quand même qui ont des nodosités avec avec les rhizobiums. Hein. Vous voyez la petite boule là, hop. Je sais pas si on la voit bien à l'image ici. Voilà, ça c'est une synergie, enfin une symbiose avec les rhizobiums. Peut-être que là on en voit une aussi ici, hop. Je vais essayer de bien vous la montrer. Et il y en a assez peu en fait. Hein. Il y en a qui ont plus ou moins de nodules. Donc voilà, toujours la même question. Je me demande si c'est le fait que là pour le coup il y a beaucoup d'azote dans le sol et que les fèves se sont pas sentis la nécessité, le besoin de faire cette association, cette symbiose. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Si cette association se fait, cette symbiose se fait uniquement dans le cas où le sol manque d'azote. Dans quel cas, les légumineuses n'enrichiraient pas spécialement le sol en azote si jamais il y en a déjà suffisamment dedans. Et donc là, je m'embête pas, je prends ma culture et je la découpe et je la laisse en place. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas besoin d'un paillage très fin, très subtil. Vous allez voir après ce qu'on va planter pour remplacer cette zone. Par contre, vous voyez, celui-là, il est vraiment... Il y a des nodules de partout. Donc d'un plan à l'autre, j'ai une quantité de rhizobium très différente. Donc voilà, j'aimerais arriver à comprendre comment ça fonctionne exactement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plus d'infos sur le sujet. Moi, je suis preneur. Et voilà, toute cette planche a été nettoyée. Alors ça n'a pas l'air comme ça, on a l'impression que c'est rempli de chiens-dents, mais en fait tout ça est désherbé. Tout le chien-dent que vous voyez là, il a été arraché. Hein. Je vais couper les racines pour être sûr qu'ils ne reprennent pas. Les racines, voilà, je les jette dans l'allée, hop. Parce que ça, par contre, si je mets ça, attendez, voilà. Ça, si je mets ça dans le bac, par contre, ça va reprendre. Par contre, du coup, je profite quand même au moins de la partie verte du chien-dent pour que ça me nourrisse mes cultures. Donc voilà, tout ça est déjà désherbé, vous voyez, c'est pas tenu par le sol. Et comme ça, j'ai fait tout le tour de la plate-bande, hein. Tout est désherbé. J'en ai également profité pour couper les boules de graines, les fleurs d'oignons qui commençaient à apparaître, d'oignons et d'ail. Vous voyez là, hop, j'ai coupé en haut. Pour essayer de bloquer le fait que il se concentre sur les graines et qu'il continue de se concentrer sur la racine, même si j'y crois pas trop. Et voilà, tout a été nettoyé comme ça tout du long.
J'en ai également profité pour récolter mon ail. Alors la récolte n'est pas folle, mais enfin bon, il y a quand même, on n'est pas fanny, mais voilà, une récolte pas folle. Au niveau des oignons, par contre, c'est assez joli. Oui, il y a du beau monde qui arrive. Les échalotes aussi sont pas mal du tout. Alors les échalotes ont un peu souffert du fait qu'elles étaient à l'ombre du coup des fèves. J'ai pas été très judicieux sur le placement de mes fèves là, qui étaient de ce côté-là à droite, alors que le soleil venait justement de par ici, voilà, de par la droite. Donc du coup mes échalotes étaient assez recouvertes par les fèves. Elles ont un peu souffert, donc bon, ça ne sera pas forcément merveilleux, mais enfin elles sont quand même encore vertes et tout, donc ça pousse encore. Et vous voyez là, c'est plutôt pas si pire. Voilà, des beaux oignons en perspective. J'ai commencé déjà à en ramasser. C'est plutôt joli, même si là encore il y a eu pas mal de ratés, mais la récolte sera pas optimale, mais on va quand même récolter de beaux oignons. Vous voyez, celui-là par exemple, il est très beau, je suis à côté aussi. Voilà. Donc tout ça est nettoyé et désherbé. On va pouvoir passer à la suite. Ah, et on a fait le tour, j'en profite pour vous montrer du coup la récolte d'ail. Voilà, j'ai récolté tout ça, je vais mettre ça à sécher. Voilà, il y a quand même des belles têtes. On n'est quand même pas fanny. On a quand même de l'ail. Ok, donc la planche où il y avait les fèves et l'ail a été nettoyée. La récolte d'ail est pas si pire que ça. Et bon, je suis parti pour implanter la nouvelle culture. Alors, pour la nouvelle culture, voilà, c'est pas compliqué. J'avais ces sacs de pommes de terre que j'avais oubliés et qui ont germé, qui ont fait des beaux germes. Et l'idée, ça va être de planter des pommes de terre. Alors, on pourrait se dire que c'est un peu tard en saison, mais je voudrais quand même essayer de planter des pommes de terre à cette saison-là. Alors c'est des princesses amandines, normalement c'est 100 jours hein, la durée de culture de cette pomme de terre. Ça nous amènerait là, donc on est autour du 10 juin, ça nous amènerait à peu près autour de mi-septembre pour la récolte. Donc ça reste très raisonnable hein, en termes de climat, il va faire encore suffisamment bon. Il faudra juste par contre que je fasse attention quand même à arroser un peu la culture, parce que là elle va se retrouver vraiment à pousser en période vraiment de chaleur, de sécheresse. Donc il faudra peut-être que je mette un peu d'eau sur les pommes de terre, mais je me dis que ça se tente. Et en plus, j'ai toujours un problème de durée de conservation de mes pommes de terre, parce que je récolte les pommes de terre vers, disons, la mi-juillet. Et j'ai du mal à leur faire passer Noël, hein, parce que il fait trop doux chez nous, et puis je pense qu'elles ont une durée de conservation qui est pas suffisamment grande. Donc en faisant une récolte à la mi-septembre, au lieu de mi-juillet, hein, donc ça nous fait 2 mois supplémentaires. J'ai bon espoir d'arriver à les garder 2 mois supplémentaires également. Donc voilà, planter les pommes de terre, hein, c'est classique, hein, je fais un trou dans mon sol d'une quinzaine de centimètres, je les dépose dedans, les germes vers le haut. Alors on pourrait presque même les couper en deux, hein, parce que là vous voyez les tubercules sont vraiment gros et puis il y a des germes de partout. Mais là j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais les garder entiers comme ça. Et je les écarte en gros de 30 centimètres les unes des autres. Et allez, c'est parti. Voilà, toute la zone a été replantée en pommes de terre. C'est la première fois que je fais ça, hein, des plantations aussi tardives de pommes de terre, mais bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein, donc, comme je vous l'ai dit, il va falloir quand même que je fasse un peu attention à l'arrosage. Je me garde juste cette petite zone du jardin, là, cette petite zone de plate-bande de libre, au cas où, si jamais j'ai besoin de planter quelque chose ou pour éventuellement pour une vidéo, tout ça, parce que là j'ai plus de zone libre au jardin, tout a été planté, donc voilà, je me garde quand même ce petit espace là de libre éventuellement pour pouvoir faire une petite plantation au cas où. Et allez, là maintenant je vais arroser un bon coup, je vais pailler derrière, et puis ça va être bon pour cette culture. Et j'en profite pour jeter un œil à la petite récompense du jardinier. Voilà, ça c'est les petits bonbons qui viennent récompenser le travail au jardin. Bon voilà, tout ça est paillé. Voilà, une petite culture de pommes de terre improvisée là, à partir de sacs qui étaient bons pour partir au compost, hein, vous voyez, donc ça se perd pas, hein, les pommes de terre germées, enfin sur cette période de l'année, hein, si vous êtes en décembre, vous n'arriverez pas à les planter, mais voilà, là en tout cas, on va faire un essai. Bon, je garantis pas que ça fonctionne, je l'ai jamais fait, mais enfin a priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors en termes de boulot, il me restera à faire cette plate-bande là sur le côté, mais j'arrive pas à contenir l'enherbement de cette allée là. C'est la plate-bande des petits fruits. Et vraiment le chien dent est trop implanté, trop vivace là-dedans, donc j'arrive pas à la maintenir. Autant tout le reste, vous voyez là, tout ça c'est propre, c'est joli. Mais ici là, en plus avec la bordure derrière qui fait que le petit chien dent revient tout le temps, j'arrive vraiment pas à maintenir ça. Il va falloir que je réfléchisse à un système. Sinon il faudrait que j'y passe quasiment 1 heure par semaine, voire plus. Et bon c'est pas gérable hein, pour ramasser quelques fraises et quelques framboises. Ça fait très cher la framboise.
même si elles sont très bonnes. Allez, encore une qui a essayé de s'échapper. Hop, elle est pour Bibi. Et voilà, là il va falloir que je trouve une solution pour gérer ça. Vous voyez un peu là, c'est vraiment infesté de chiens dents partout. Bon voilà, cette plate-bande également est terminée, je ne ressens plus à rien, je dégouline. En même temps il fait très chaud et il y a énormément d'humidité, hein. Il y a toute l'humidité du sol qui est en train de remonter dans l'air, on étouffe, hein. C'est vraiment pas un temps agréable. Mais là le temps va tourner à l'orage, donc je pense qu'en plus ça va m'arroser le sol, je vais avoir une petite pluie gratuite, en espérant toujours qu'il n'y ait pas de grêle. Donc dernière petite vue générale du potager, voilà, tout ça est très beau, je suis vraiment... très content de moi là, de mes nouveaux bacs là, vraiment un résultat très probant, très intéressant. Beaucoup de récoltes déjà, des pommes de terre là qui sont magnifiques, des concombres on va plus savoir qu'en faire, et vous voyez, tout ça quand même est plutôt joli. Donc vraiment très content de moi. Donc pour ceux qui veulent plus de contenu, hein, je vous rappelle qu'on peut se retrouver sur Potager Coach, le logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Beaucoup de nouveautés ces derniers temps, là c'est reparti pour le dev, parce que là je vais me consacrer essentiellement au tutoriel Potager Coach, hein, que vous avez vu, hein, ça a été beaucoup de travail, hein, c'est quasiment un mois de travail à temps complet que ça m'a pris tous ces tutoriels. Là j'arrive un peu au bout de tout ça, donc je me remets au développement et c'est parti, des petites fonctionnalités qui popent de partout. Et une grosse nouveauté qui va venir prochainement, la possibilité de placer une culture sur plusieurs endroits différents, possibilité également de gérer des serres à semis sur le plan de son jardin, plein de petites choses en plus, des nouveaux ravageurs que j'ai rajoutés, enfin voilà, beaucoup de petites évolutions ergonomiques pour essayer de faciliter l'utilisation du logiciel. Donc voilà, tout ça continue d'avancer. Vous pouvez me retrouver comme ça sur Potager Coach. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller me changer là, j'en peux plus. Allez, à bientôt.